Et à ma gauche, j'ai le frère Balok, Kogé Balok, que certains d'entre vous aussi connaissent, panéliste d'Afrique Média, chercheur, historien et enseignant à la Société savante Cheikh Anta Diop de l'Université de Douala. Donc lui aussi, c'est quelqu'un de très prolifique. Et le thème numéro 1, parce que c'est lui qui va commencer, qui va ouvrir la conférence avec le thème « La place des humanités classiques dans la Renaissance africaine ». Mon thème porte sur la place des humanités classiques dans la Renaissance africaine. D'abord, qu'est-ce que c'est que les humanités classiques? C'est un thème que nous utilisons généralement pour ne pas dire histoire ancienne. Il s'agit de l'histoire ancienne, mais cette histoire ancienne joue un rôle majeur dans la reconfiguration de notre psychologie pour nous permettre de rebondir et de sortir d'une situation d'aliénation qui ne nous permet pas de nous développer. Et la redécouverte et la réappropriation de ces humanités classiques sont le fondamental même pour définir ce que c'est que le progrès. C'est toujours à partir de là que dans les grandes civilisations, on a eu à définir l'idée du progrès. Donc, il y a une particularité, puisque j'ai dit ici dans la Renaissance africaine, et il y a un terme pharaonique que nous traduisons par Renaissance, c'est Ouhem Messoud. Permettez que je ne sais pas si tout le monde voit là. Mes dos ne sont pas parfaits, mais allons-y. Pardon? D'accord. Et là, nous avons un thème qui est Ouhem Messoud. Ouhem, ici, là, ce sont des phonèmes. Cela veut dire que des caractères qui permettent de donner un son. D'accord? Nous avons Ouhem. Là, ceci, c'est déjà Ouhem. Ça, c'est un complément phonétique. Ça, la lettre ici, c'est le mes. Là, c'est aussi un complément phonétique. Nous ne faisons pas la translittération. Là, c'est le OU et là, c'est le T. Donc, nous écrivons ça comme ceci. Ouhem Messoud. C'est un terme que nous utilisons souvent pour dire Renaissance, en pharaonique ancien. Mais les phonèmes, ils ne sont pas intéressants. Ce qui est intéressant, c'est les idéogrammes déterminatifs qui sont là. Et si nous avons l'image d'une femme qui est en train de faire l'acte d'enfanter, elle est en train de faire l'acte d'enfanter, ce symbole-ci là. Acte d'enfanter. Là, nous avons un papyrus qui a été roulé et scellé. Donc, ça a à voir à tout ce qui est abstrait. Donc, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qui est de l'ordre des idées. Donc, ce qui est intéressant, ce ne sont pas les signes qui sont ici. Ce qui est important, c'est ce qui est ici, là. Qu'est-ce que le thème s'y veut nous communiquer comme idée? Il s'agit tout simplement de l'acte d'enfanter les idées. L'acte d'enfanter des idées. Ceux qui ont fait philosophie, quand on parlait de la maïeutique socratique, hein, c'est le terme pharaonique même pour dire maïeutique socratique. La maïeutique, l'acte d'enfanter les idées. Donc le Ouhem Messoud dans les civilisations du monde, c'est toujours résumé au départ à cet acte d'enfantement des idées. Donc c'est d'abord un problème spéculatif. On réfléchit d'abord avant de commencer à matérialiser. On ne se lève pas dans le cadre de Ouhem Messoud pour dire donc il faut construire des routes, il faut construire les hôpitaux, il faut faire ceci. Non, il n'y a aucun développement où les hommes ont commencé à miser sur les infrastructures pour se développer. Ça n'existe nulle part et aucun historien ne peut faire la démonstration. On est d'abord parti sur un questionnement. On s'est questionné, on a construit des idées, on a pensé la société pour la mettre maintenant en pratique. Des débats.
Et parce que ce sont les maçons qui vont maîtriser les débats, c'est eux en France par exemple qui vont faire la Révolution française. L'État français est un État maçonnique. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise du temple franc-maçon de Paris. C'est eux qui donnent leur devise à l'État français. On voit donc cela. Mais tout est parti de quoi? Tout est parti d'une redécouverte de ces antiquités classiques, de son histoire, et de la réappropriation de cette histoire-là. Une fois qu'on s'est réapproprié cette histoire-là, on a la possibilité de fabriquer des savoirs nouveaux, lesquels seront diffusés dans la société. Et la finalité, c'est quoi? C'est de conduire à une sorte de réaménagement de la psychologie collective. Et une fois que la psychologie collective est réaménagée, chacun devient inventif. Vous allez à l'école, l'Afrique participe à moins de 2% à la production intellectuelle parce que l'Afrique n'a jamais réaménagé ses savoirs. On passe le temps à réciter les savoirs qui viennent de chez les autres. Et quand on nous donne un diplôme de doctorat, j'appelle ça un certificat alimentaire, c'est pour pouvoir acheter de quoi manger au supermarché. Mais ça ne nous sert réellement à rien. Réellement à rien. Et c'est vraiment choquant lorsqu'on voit des intellectuels dans des débats qui disent qu'on ne peut pas se développer parce qu'on a 1000 langues, on a plusieurs langues, on a 250 ethnies. Qu'est-ce que c'est que ethnie? Personne ne peut découvrir, dire ce que c'est. Morgan lui-même dans ses écrits n'a pas pu dire ce que c'est qu'une ethnie. C'est pas toi le pauvre nègre qui n'était pas là quand on définissait ça, qui va me dire ce que c'est qu'une ethnie. C'est pas toi qui vas me dire ce que c'est qu'une ethnie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est au niveau de la personnalité culturelle collective. Une fois que vous avez redécouvert vos antiquités classiques, vous êtes réapproprié de ces antiquités, le processus de réaménagement de la psychologie passe par la construction d'une personnalité culturelle collective. Elle n'existe pas chez nous. La preuve, Boko Haram peut arriver là, commencer à s'aimer la zizanie un peu partout. Je ne les nomme pas, mais il y a des gens qui vont dire que eux ne trouvent aucun problème. Pourquoi vous ne vous convertissez pas à l'islam? Oui ou non? Il y a des gens qui vont trouver qu'ils n'ont aucun problème. Aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite décide de nous envahir et qu'on dit, bon, faisons un plan pour vaincre ces gens-là, leur foi vient d'où? De la Mecque, de la Kaaba. Bombardons la Kaaba. Qui est prêt à porter la bombe sur lui pour partir bombarder la Kaaba? Personne. Le chrétien qui va accepter, le musulman va aller trahir. Le musulman lui-même ne peut même pas aller trahir. Donc, conséquence, si tu pratiques la religion des autres, il t'a dit qu'ils t'ont déjà vaincu. Parce que tu ne peux pas te rebeller contre celui-là qui t'a apporté la religion. C'est ça le syndrome de Stockholm. Même s'il te bastonne comment, tu vas vouloir justifier pourquoi est-ce qu'il t'a bastonné. Tu vas devoir justifier. Qui est prêt à porter la bombe sur lui pour partir et faire exploser Rome? Si demain, après-demain, les Européens nous attaquent, personne n'est prêt à le faire. Donc, vous êtes déjà des combattants passifs et non actifs. Lorsque je cause comme ça, je défends d'abord les intérêts de mon peuple. Et quand je dis peuple, je parle des Noirs. C'est pourquoi je cause comme ça. Je défends d'abord nos intérêts. Qui est prêt à partir faire l'action? Personne. Donc, nous sommes déjà vaincus. Donc, et la construction de la personnalité culturelle collective, construction d'une nouvelle identité, passe toujours par 3 facteurs. Le premier facteur, il est historique. Lorsque dans une société, les peuples se considèrent comme un ensemble disparate, des groupes d'êtres humains qui viennent de gauche à droite, ils ne peuvent pas faire un État. Ils ne peuvent pas. Et s'ils font un État, c'est que c'est une force extérieure qui leur a imposé de se constituer en État. C'est ça le rôle de la colonisation. Ils ne peuvent pas. Donc c'est une force extérieure qui est venue créer l'État du Cameroun, autrement dit l'État des crevettes. Mais comment est-ce qu'un peuple lui-même se construit à partir de son histoire? Vous savez, il y a des gens qui ont fait la carte de seconde au Cameroun, n'est-ce pas? Et nos programmes, vraiment, c'est énervant. Et il y a en classe de seconde, on dit, le chapitre, c'est le Cameroun à la veille de la décolonisation. On commence les Bantous, on doit étudier les Bantous et leurs origines. On doit étudier les peuples des Grasses-Fines, les Bamlékés, les Tika et autres. On doit étudier les Fulbé et autres. Mais ce qui est le plus énervant dans ces leçons, et même dans les ouvrages que nous trouvons dans la cité, c'est qu'on vous montre les points de divergence les uns des autres. De telle façon qu'à la sortie, quand vous êtes en train de faire cette leçon aux enfants de la seconde, si tu parles des Bamlékés, le Bassa qui est là-bas dit qu'on va parler des Bassakans.
Si tu parles des Douala, le Hondo qui est là va dire que quand on va voir les banques, on va parler des Hondokan. Conséquent, chacun voudrait qu'on parle de la société globale dans laquelle il est issu. Or, Hondo, Bamleke, Bassa, Douala et Ouria, cela 500 ans seulement. 5 siècles, ces termes-là n'existaient pas. Preuve que l'identité est une construction permanente. Comment est-ce que vous avez fait pour fabriquer ces termes? C'est pas parce que quelqu'un arrive dans la région de l'Ouest Cameroun accompagné d'un administrateur colonial et l'administrateur colonial voit une région de Hautes-Herbes, il dit Dash East Grassfield, et puis quand il rentre, on lui demande que tu étais où avec les blancs, avec le blanc, il dit j'étais chez l'Ingraphie. Non, et c'est calé, l'Ingraphie. Vous voyez donc ça. On crée des identités. Et parfois même, on perpétue des étiquettes que l'histoire coloniale a bien voulu véhiculer. Vous savez qu'à l'époque, on avait dans nos cartes, même dans nos actes de naissance, race Bassa, race Bamileke, c'est quoi une race? Personne ne pouvait dire. J'ai pris un terme là. Lui m'intéresse beaucoup plus. Ethnie. Tu viens de quelle ethnie? Le mot ethnie vient d'un mot latin qui veut dire ethnicus, qui veut dire ce qui n'est ni chrétien ni juif. Autrement dit, ce qui est païen. Donc, dire que tu viens de quelle ethnie, c'est tu viens de quel groupe païen. Et on est quand même fiers de venir du groupe païen Bassa. À croire que l'école à laquelle nous avons été ne nous a pas formés pour que nous puissions réfléchir. Et là, c'est bien dommage. Vous savez, et la particularité de l'enseignement de l'histoire chez nous, il y a un monsieur, Georges Hardy, répétant un autre auteur qui écrit « Il est une matière que je ferai disparaître sans regret ». Il parlait des programmes éducatifs en Afrique. Vous allez retrouver ça dans Nation Agriculture. Il dit que c'est l'histoire. Quelques lectures à l'occasion de la leçon de français suffiraient pour leur donner la notion de la puissance de notre pays. Il y a une discipline qu'il faut enlever, c'est l'histoire. Les nègres n'en ont pas besoin. Il faut les faire chanter sur le pont d'Avignon. Je chante, je danse. Ah, je ne sais même pas où c'est sur le pont d'Avignon. Vous voyez ça. Conséquence. De la 6e en classe de terminale, nous passons pratiquement 7 années à l'école. Nous sommes les seuls dingues de cette humanité-ci qui ne connaissons pas nos origines. Vous voyez donc ça. Après ça, le deuxième facteur, donc, l'enseignement de l'histoire doit nous amener à nous penser comme faisant partie d'un même groupe, mais pas comme étant dans des groupes disparates. De telle façon qu'on va toujours dans les antiquités classiques pour amener le peuple à avoir cette conscience-là. Le deuxième élément, c'est le facteur linguistique. Tant que nous parlerons les langues des autres, ce n'est pas possible de faire la Renaissance. Ce n'est pas possible. Montesquieu, toujours cité par Cheikh Anta Diop dans Nation Agriculture, disait que tant qu'un peuple vaincu n'a pas perdu sa langue, il peut garder espoir. Pour vaincre vraiment un peuple, interdisez à ce peuple de parler sa langue et imposez-lui la langue du colonisateur. Au bout de 50 ans, vous avez de bons alliés avec de beaux diplômes. Je vous assure. Et qui vont défendre coûte que vaille la civilisation de l'oppresseur. Et qui vont penser que sans l'oppresseur, ils ne peuvent pas vivre. Et on a vu cela avec les guerres d'indépendance, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Algérie. Des gens qui pensaient que si on ne s'associe pas à la France, notre avenir est fichu. Comme si sans la France, tu ne vivais pas. Il y a donc le facteur linguistique. Donc ceux qui pensent donc qu'il y a plusieurs langues au Cameroun, c'est pourquoi on ne se développe pas. Plusieurs langues en Afrique, c'est pourquoi il y a de sérieux problèmes. Il n'y a aucun problème de langue au Cameroun, encore moins en Afrique. Le dernier facteur, il est d'ordre psychologique. Et on l'a appelé facteur psychologique, c'est pour ne pas dire qu'il est lié à la religion. Vous ne pouvez pas pratiquer pour vous développer une religion qui vient d'ailleurs. C'est impossible. Prenez la carte du monde, vous mettez devant vous. Les peuples qui pratiquent une religion importée sont pauvres. Les peuples qui sont assis sur leur propre socle musico-religieux sont les plus forts et les plus développés. Donc à partir de ce moment-là, pratiquer une religion qui vient de l'extérieur est d'abord source de sous-développement. Et en plus même, quelqu'un m'a dit que c'est grâce au christianisme que la civilisation chrétienne a émergé. Je dis c'est faux. Le christianisme n'a pas conduit à l'émergence d'une civilisation chrétienne. C'est faux.
à partir du XIVe siècle, c'est le tour de Paris, ce qu'on va appeler plus tard les francs-maçons, qui vont inventer une autre façon de percevoir l'Europe. En partant dans l'art gothique, roman et autres, ils vont innover. Ce n'est pas le christianisme. Donc, ma dernière intervention porte donc sur ce que j'appelle la construction de la culture nationale. Parce que lorsqu'on a défini une nouvelle identité à partir de ces trois facteurs-là, le facteur historique, le facteur linguistique, le facteur psychologique, il faudrait maintenant construire une culture nationale. Et chez les autres, ce qui a permis l'émergence de cette culture nationale, c'est ce qu'on appelle les sciences humaines. Quand vous allez à l'université, vous voyez faculté des lettres et sciences humaines. Si je vous pose la question, et même à mes enseignants, ils ne peuvent pas répondre. À quoi ça sert les sciences humaines? À quoi ça sert les sciences humaines? Faculté des lettres et sciences humaines. À quoi ça sert les lettres et les sciences humaines dans une société? La preuve, quand vous avez votre licence de littérature, vous servez à quoi? Quand vous avez votre licence en histoire, vous servez à quoi? Chacun veut partir enseigner parce que c'est tout ce qu'il faut faire. Il peut faire, à défaut d'un concours administratif, à moins que l'oncle ne le place quelque part. Mais avec une licence en histoire, vous pouvez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire du tout. Mais vous pouvez bien faire, c'est parce qu'on ne vous a pas dit à quoi ça servait. Dans la construction de la culture nationale, il y a trois disciplines qui étaient en pole position. Dans le domaine des lettres, il y avait la littérature. Dans le domaine des sciences humaines, il y avait l'histoire et la philosophie. Les lettres et sciences humaines concourent à l'édification d'une culture nationale dans toute société. Mais vous allez mettre excepté chez les nègres. Parce que là-bas, c'est pour répéter. Maintenant, commençons par la littérature. Vous avez au moins parcouru à l'école les auteurs du siècle des Lumières, non? Racine, Britannicus de Racine, vous avez parcouru. Le site de Corneille, vous avez parcouru, n'est-ce pas? Le laboureur et ses enfants, c'est encore qui là? La Fontaine, vous avez parcouru. Mais qu'est-ce qui vous a frappé dans cette littérature, surtout le site de Corneille, Britannicus de Racine? On plonge dans l'Antiquité. Oui ou non? On plonge dans l'Antiquité. Les thèmes du débat littéraire sont des thèmes qui relèvent soit de la Rome, soit de patati et patata, soit de la Grèce. Mais pourquoi aller si loin? Le laboureur et ses enfants, ce n'est pas Ésope qui a écrit ça dans l'Antiquité. Votre auteur n'a-t-il pas fait de plagier cela? Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Et aujourd'hui, lorsque vous causez même avec un Européen ou quelqu'un d'autre, vous vous rendez compte qu'on aura tout fait de tirer une pensée dans une réplique d'un personnage du site de Corneille, oui ou non? Mais vous, quand vous causez, vous tirez vos idées d'où? De quelle littérature? Comment pouvez-vous donc bâtir une culture nationale avec Corneille? Est-il de votre milieu? Comment pouvez-vous bâtir une littérature avec Secrétaire Parfait ou bien Madame de Bovary, qui sont des romans à la limite pornographique qu'on a au programme? Vous avez parcouru ça, non? C'est à la limite de la décence. Comment vous pouvez bâtir une culture nationale avec ça? Vous connaissez les auteurs africains? Non. Même si aujourd'hui on n'écrit plus quelque chose d'intéressant, hein? Peut-être il faut aller chez ceux qui étaient là. Bon, je continue. Là, c'est le domaine des lettres et des sciences. Et là, ce sont les lettres avec la littérature, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'homme français est nourri de cette littérature-là. Il sent que ça fait partie de son patrimoine. Et vous, quel est votre patrimoine? Vous n'en avez pas. Et vous voulez être émergent en l'an 2035? Ah oui. Je serai toujours vivant. Je serai toujours vivant. On verra, non? Donc, la deuxième discipline, je prends les deux disciplines là. Il y a la philosophie. La philosophie enseigne quoi? La philosophie enseigne comment penser. Alors que l'histoire enseigne quoi penser. C'est la différence entre les deux. La philosophie enseigne comment penser, alors que l'histoire enseigne quoi penser. Pourquoi comment penser?
Je vous ai dit que le RMSE est d'abord avant tout une activité spéculative. On pense. Et une fois que les maçons ont fait leur révolution, en France par exemple, ayant floué le tiers-État, parce qu'ils ont fait comprendre au tiers-État que si vous nous aidez à renverser la monarchie et la noblesse qui s'ensuit là, monarchie, noblesse, mettons, on est dans un même paquet, une fois qu'on va arriver au pouvoir, on aura la République, ça sera plus libéral. Le tiers-État a aidé, on a tué Louis XVI, non? Mais par la suite, les maçons ont constitué un lobby où pour entrer, il faut être maçon. Mais ils ont quand même eu la lucidité de donner de quoi manger au peuple. Parce qu'ils savent dans leur histoire que le jour que le peuple a faim, ils tuent les dirigeants. Pour que ça ne se reproduise pas une deuxième fois dans leur vie, il fallait quand même laisser des miettes au peuple. Mais le groupe maçonnique gère l'ensemble de l'État. Mais comme c'est la philosophie qui a conduit à cette révolution, une fois qu'on est au pouvoir, on ne permettra plus que n'importe qui apprenne la philosophie. C'est pourquoi cela ne s'enseigne qu'en terminale. Dans le système francophone. Ailleurs, dans d'autres États, on n'enseigne même pas ça au lycée. Tu vas attendre d'aller à l'université pour apprendre cela. Parce que c'est une discipline dangereuse. Si on t'enseigne comment penser, tu vas commencer à faire la critique du système. Et tu peux faire tomber le système. Vous, comment est-ce que vous pensez? Vous pensez à partir de Thomas Hobbes, Descartes. Si jamais on pense. Karl Marx, oui, si jamais on pense. Hein? Connaissez-vous les littératures de Kagemni, de Petro-Osiris? Vous les avez lues? Les sagesses de Taotep, toute la littérature sapiensale égyptienne. Avez-vous lu les savants du Moyen-Âge, entre guillemets, au Mali, les savants de Tombouctou, Ahmed Baba et son maître Bakayoko, Mohamed Bakayoko? Vous avez lu leurs écrits, leur façon de philosopher? Non. Comment est-ce que tu peux penser Descartes alors que Descartes a réfléchi par rapport à son environnement? Sa réflexion est le produit d'une histoire culturelle, faite de traumatismes et autres. Comment tu peux penser que sa pensée est opérante dans ton environnement? Et c'est pas possible, il n'existe pas de pensée universelle. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Et la dernière discipline donc, quoi penser? C'est l'histoire. Quoi penser? On ne doit pas penser. Quoi penser? Aujourd'hui, vous pensez à quoi? Conquête et résistance en Afrique. C'est ça, non? La première guerre mondiale en Afrique. La deuxième guerre mondiale au Cameroun. C'est l'histoire des défaites. Donnez-moi une seule leçon que vous avez étudiée au collège, qui vous a donné la fierté où l'homme blanc n'était pas. Partout il est présent. Partout il est présent. C'est comme si votre existence se définit à son être. Est-ce qu'avant qu'il ne vienne, il n'y avait pas d'histoire? Il y avait bien une histoire. Mais pourquoi ne vous enseigne donc pas cette histoire-là? Quoi penser? Vous pensez à quoi chaque soir? On pourra revenir là dans les discussions. Je vais achever en vous disant ceci. Je résume ma pensée. Dans toutes les civilisations, à l'exemple des civilisations médiévales, l'Europe au Moyen-Âge, la civilisation arabe, la connaissance des antiquités classiques a permis de redécouvrir son être, de se réapproprier de cet être-là pour commencer à inventer. Et tout peuple qui n'est pas passé par là, j'attends encore aujourd'hui une contradiction, tout peuple qui n'est pas passé par là est voué, entre guillemets, au sous-développement. Et c'est pourquoi, bon frère Dibombari, votre thème est des plus innovateurs. Parce que parler de la notion de Dieu dans nos cultures, posez seulement la question, on va vous dire Yahvé. Posez la question, on va vous dire qui Allah. Mais vous n'avez jamais pensé à Dieu chez vous. Et j'entends même Nzambe, Amane Nzambe, Mave, Mawe, tu es le roi des rois. C'est la folie. Nzambe n'est pas roi des rois. C'est une idiotie. Chez nous, Nzambe est fils de Mbere. Même quoi va vous? Il a un père. Il n'est pas roi des rois, c'est la pensée chrétienne. Et rester avec ça, cadeau, on n'en a pas besoin. Donc Dieu qui est roi des rois.
Pire même encore, lorsque vous-même, vous ne savez même pas que votre Yahvé est fils de El Elyon. Lorsque vous-même, vous ne le savez même pas, que Allah est fils de El Elyon, mais vous dites toujours le Dieu des dieux. Ça, c'est vrai quand même que dans la notion de Dieu, dans la culture indo-européenne et sémitique, chaque Dieu a tué son père pour s'ériger au Panthéon. C'est ce que Zeus a fait avec son père Cronos. Et j'ai soupçonné Yahvé de le faire avec El Elyon, ainsi que Allah. Je vous remercie.